Le tintement des glaçons contre le verre fut le seul bruit qu'elle osa faire. Claire Martin, serveuse engloutie, sous une mer de dettes, s'approcha de la banquette, d'angle réservé aux titans de la ville. L'homme assis, puis la marque Delcourt, était une légende que l'on murmurait dans les colonnes financières et les salles de conseil feutrées. Ses yeux couleur d'orage d'hiver ne quittaient pas l'écran de son téléphone. Lorsqu'elle se pencha pour déposer le verre d'eau en cristal, sur le bois verni, la fine chaîne d'argent qu'elle portait au cou se balança légèrement. Un minuscule colibri finement ciselé accrocha la lumière tamisée. La tête de l'homme se redressa brusquement. Son téléphone tomba sur la table. Un souffle rauque presque guttural lacéra le silence élégant du restaurant. Où avez-vous eu ça? Le lit doré appartenait à un autre univers que celui de Claire Martin. Le jour, elle respirait les vapeurs de térébenthine et d'huile de lin dans son petit atelier mansardé, poursuivant le rêve insaisissable de devenir peintre. La nuit, elle enfilait un uniforme noir impeccable et évoluait dans un monde de richesse silencieuse où le prix d'une seule bouteille de vin pouvait payer 3 mois de son loyer. Sa vie était un équilibre précaire, une marche sur un fil au-dessus d'un gouffre de factures impayées et des frais médicaux croissants de sa mère. Le restaurant était son filet de sécurité déjà bien effiloché. Ce soir-là, il semblait particulièrement fragile. Une réservation VVIP avait semé l'anxiété parmi le personnel. Marc Delcourt, ce nom à lui seul, valait de l'or. Président du groupe Delcourt, un conglomérat aux tentacules dans la technologie, le transport maritime et l'immobilier. Il était réputé pour son sens des affaires, impitoyable, et sa nature farouchement discrète, un fantôme qui n'apparaissait qu'entre les pages du Monde Économie ou derrière les vitres teintées d'une Mercedes. Le directeur de salle, un homme perpétuellement stressé nommé Robert, avait attribué la table VVIP à Claire. « Soyez invisible, Martin », avait-il sifflé. De l'eau du pain prenez la commande, puis fondez-vous dans le décor. Cet homme se nourrit de silence au petit déjeuner. Claire avait hoché la tête, l'estomac noué. Elle s'approcha de la banquette isolée avec la grâce, l'étudier d'une serveuse aguerrie. Marc Delcourt était exactement comme les tabloïds le décrivaient, costume impeccable, cheveux gris acier, aux tempes visage taillé dans le granit et figé dans un éternel froncement de sourcils. Il ne leva pas les yeux de son téléphone, un geste méprisant qui criait son importance. Elle se déplaçait avec une efficacité silencieuse, ses ballerines usées, ne faisant aucun bruit sur la moquette épaisse. En posant le verre lourd, son corps se pencha, juste assez pour que le collier s'échappe du col de son uniforme. C'était son bien le plus précieux, la seule chose de valeur qu'elle possédait, une fine chaîne d'argent portant un minuscule colibri d'une délicatesse exquise, ses ailes figées en plein vol. Sa mère le lui avait offert, pour son 5e anniversaire, un fragment de leur passé commun déjà brumeux. « Votre eau, monsieur ?» murmura-t-elle, la voix à peine audible. C'est alors que cela arriva, l'aspiration, brusque derrière le choc du téléphone sur la table. Le monde sembla ralentir le murmure ambiant du restaurant, se muant en un grondement sourd dans les oreilles de Claire. Elle se redressa stupéfaite de voir les yeux de Marc Delcourt fixés non sur elle, mais sur le collier. Son visage autrefois masque d'indifférence glacée était désormais un tumulte d'émotions brutes, choc, incrédulité et une douleur si profonde qu'elle semblait aspirer tout l'air de la pièce. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, fut un râle arraché au tréfonds de son âme. « Où avez-vous eu ça? Ce n'était pas une question polie, mais une accusation, un réquisitoire. » La main de Claire vola instinctivement vers le colibri,
ses doigts se refermant sur le métal froid. « Je suis désolé, balbutia-t-elle, sa contenance professionnelle s'effondrant. Il se pencha en avant, son mètre 90, semblant soudain dominer tout l'espace. Les clients des tables voisines commencèrent à remarquer la scène, leurs regards curieux se changeant en fixation ouverte. « Ce collier !» articula-t-il d'une voix tremblante, maîtrisée avec peine. Il pointa un doigt qui tremblait légèrement. « Ce colibri, où l'avez-vous eu ? C'était un cadeau, » répondit Claire, sa voix à présent aussi tremblante que la sienne. « De ma mère. Je l'ai toujours eu. » Les yeux de Delcourt se plissèrent, l'émotion brute se durcissant en suspicion. « Votre mère. Qui est votre mère ? A-t-elle travaillé pour moi ? » « Pour ma famille. Non, monsieur, je ne crois pas. Elle s'appelle Éléonore Martin. Elle était infirmière. » Claire sentit la chaleur lui monter au cou. C'était un cauchemar, elle devait être invisible, et la voilà au centre d'une scène provoquée par l'un des hommes les plus puissants de Paris. Robert s'approchait déjà, le visage blême. « Une infirmière », répéta Delcourt, les mots ayant un goût de cendre. Il secoua la tête avec une violente négation. « C'est impossible !» Il la regarda à nouveau, son regard analytique fouillant son visage, à la recherche d'un mensonge, d'un tressaillement de tromperie. « Monsieur, y a-t-il un problème ?» demanda Robert, la voix mielleuse d'anxiété. Marc Delcourt l'ignora complètement. Ses yeux brûlants, d'une intensité terrifiante, restèrent fixés sur Claire. Il parla, et ses mots, bien que bas, portèrent le poids d'un séisme ébranlant les fondations mêmes du monde fragile de la jeune femme. « Ce collier, » dit-il, la voix brisée par 20 ans de chagrin, « appartenait à ma fille qui est morte il y a 20 ans. » Le silence qui suivit fut absolu. Le cliquetis des couverts s'interrompit. Le bourdonnement feutré des conversations disparut. À cet instant, Claire n'était plus une simple serveuse. Elle devenait voleuse, imposteur spectre d'un passé qui n'était pas le sien accusé sur le banc du chagrin d'un milliardaire. Le délicat colibri d'argent lui pesa soudain, comme une encre menaçant de la faire sombrer. Le bureau du directeur aux lys dorés était une boîte exiguë, sans fenêtre, qui sentait le café rassis et le désespoir. On se serait cru dans une salle d'interrogatoire, impression renforcée par la présence des deux hommes, assis en face d'elle. Marc Delcourt avait congédié Robert d'un geste sec de la main, son autorité si absolue que le directeur de salle avait presque fui de son propre bureau. Le second homme apparut comme sorti de nulle part, se présenta François Morel, chef de la sécurité personnelle de Monsieur Delcourt. Large d'épaules, au calme et au regard vigilant, il était plus intimidant qu'une menace ouverte. Claire s'assit sur une chaise fragile, les mains crispées sur ses genoux. Le collier désormais bien rangé sous le col, son poids familier contre sa peau, n'apportait aucun réconfort, seulement une terreur froide et étrangère. « Recommençons, mademoiselle Martin », commença Marc, la voix dépourvue de l'émotion brute du restaurant sèche, précise et infiniment plus froide. « Vous prétendez que ce collier vous a été donné par votre mère, Éléonore Martin. Elle l'a fait, » insista Claire, sa voix, plus assurée qu'elle ne se sentait. « Pour mon 5e anniversaire, dit-elle, c'était spécial. Il fallait toujours le garder en sécurité. Et où se trouve votre mère aujourd'hui ? » demanda François, ton neutre, regard perçant. Claire avala difficilement. Elle est en établissement de soins de longue durée, la résidence Sainte-Claire, en banlieue. Elle souffre d'une maladie d'Alzheimer précoce. L'admission lui avait paru une trahison, une faiblesse, exposée à ces hommes tout-puissants. L'expression de Marc ne s'adoucit pas. Comme c'est commode.
murmura-t-il ces mots imbibés de cynisme. Il se pencha les mains jointes en prière inversée sur le bureau. « Je serai franc, mademoiselle Martin. La pièce que vous portez n'est pas une réplique. C'est un modèle unique du joaillier florentin Lorenzo Bellini. Je l'ai commandé pour ma fille, Léa, pour son premier anniversaire. Il y a une inscription microscopique sur le fermoir, mon petit oiseau, et sa date de naissance. Je parierais une somme considérable que votre collier porte ces mêmes marques. » Le sang de Claire se glaça. Elle n'avait jamais regardé le fermoir d'aussi près. C'était simplement un objet, une extension de son histoire. « Ma fille, » continua Marc, sa voix laissant tomber la glace pour laisser transparaître la plaie brute en dessous. Elle a disparu dans un accident bateau, au large de la côte d'Azur, il y a 20 ans. Elle se trouvait avec sa mère, ma défunte épouse Hélène. Une rafale soudaine. Le bateau a chaviré. Nous avons retrouvé le corps de ma femme. Nous n'avons jamais retrouvé Léa, ni le collier qu'elle portait. Il fit une pause, laissant la lourdeur de son deuil remplir la petite pièce. Vous comprendrez donc ma curiosité lorsqu'une serveuse apparaît 2 décennies plus tard, portant le collier de mon enfant mort, prétendant que c'est un cadeau de sa mère, une infirmière qui, comble de commodité, ne se souvient plus de rien. L'accusation plana épaisse et suffocante, voleuse, menteuse, pilleuse de tombes. Il ne prononça pas ces mots, mais ils étaient là. « Je ne suis pas une menteuse, » dit Claire, une étincelle de colère perçant la peur. « Et ma mère n'est pas une voleuse, il doit y avoir une explication. »« Je suis d'accord, » répondit Marc d'un ton lisse, « et je la trouverai. François va lancer une enquête complète sur vous, et votre mère toutes les écoles que vous avez fréquentées, tous vos emplois, chaque euro que vous avez gagné. Nous allons vérifier l'emploi d'Éléonore Martin, il y a 20 ans. Nous trouverons la connexion. »« C'est insensé, » souffla Claire, en secouant la tête. « Vous ne pouvez pas envahir ma vie ainsi. Essayez seulement, » répliqua Marc, la voix comme de la glace qui se fend. « Autrement, vous pouvez me remettre le collier maintenant. Dites-moi la vérité sur la façon dont vous l'avez obtenu, et je serai généreux. Je vous offrirai une somme qui résoudra immédiatement tous vos problèmes financiers, les soins de votre mère, vos frais d'études, votre petit atelier, tout pris en charge. Vous repartez, et nous ne nous reverrons jamais. » L'offre était à la fois une bouée de sauvetage et une insulte. Un instant vertigineux, Claire imagina une vie sans le poids incessant de la dette, une vie où elle pourrait offrir les meilleurs soins à sa mère peindre sans la menace d'une expulsion. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, mais cela signifierait avouer qu'elle avait menti. Cela voudrait dire cracher sur le seul souvenir précieux qu'elle possédait d'une mère, avant que la maladie ne la vole. Cela voudrait trahir la femme qu'il avait élevée protégée et à qui elle devait tout. Elle regarda Marc Delcourt droit dans les yeux. « Le collier n'est pas à vendre, et je ne suis pas une menteuse. Faites toutes les investigations que vous voulez. Vous ne trouverez rien parce qu'il n'y a rien à trouver. » Un éclair de surprise, puis de respect, traversa le visage de Marc avant de se refermer. Il la fixa longuement, prédateur, évaluant sa proie. « Très bien, » dit-il enfin en se levant. L'entretien était terminé. Vous serez mis à pied conservatoire, avec maintien de salaire à effet immédiat. Un geste moins animé par la bonté que par le contrôle. Vous n'êtes pas autorisé à quitter la ville. François prendra contact avec vous. Il aura besoin d'accéder aux effets personnels de votre mère, photolettres, documents anciens, tout ce que vous possédez. Vous coopérerez pleinement. Si vous refusez, je déchaînerai toute la puissance de mon équipe juridique contre vous. Je démonterai votre vie, pièce par pièce,
jusqu'à ce qu'il ne vous reste rien. Est-ce bien compris? Claire se leva sur des jambes tremblantes, le cœur battant à lui rompre la poitrine. Elle n'était plus dans le bureau d'un directeur, elle était dans une cage dorée, et Marc Delcourt en détenait la clé. « Compris », murmura-t-elle. Lorsqu'elle quitta le restaurant et pénétra dans la fraîcheur nocturne, les lumières de Paris semblèrent se moquer d'elle. Quelques heures plus tôt, elle n'était qu'un visage anonyme dans la foule. À présent, elle était devenue la cible de l'obsession douloureuse d'un milliardaire, son existence entière remise en question par un minuscule colibri d'argent. La résidence Sainte-Claire était un lieu où les souvenirs venaient mourir. L'air y était saturé de l'odeur d'antiseptiques et de légumes trop cuits, un parfum stérile qui ne parvenait pas à masquer la senteur de décrépitude et de résignation. Claire détestait cet endroit. Elle haïssait les visages faussement sereins du personnel, les pastels joyeux des murs, et surtout ce que ce lieu représentait la lente et inexorable disparition de sa mère, Éléonore. Éléonore Martin était assise près de la fenêtre du salon commun, les yeux perdus sur une pelouse parfaitement entretenue qu'elle ne voyait pas. Le brouillard d'Alzheimer s'était abattu rapidement. Au fil des années, certains jours, c'était une brume légère, et Claire entrevoyait encore la femme vive et spirituelle qui l'avait élevée. D'autres jours, comme aujourd'hui, c'était un mur impénétrable. « Maman », dit-elle doucement, posant une main sur son épaule. Éléonore tourna vers elle ses yeux bleu pâle, jadis si vifs, désormais voilés et flous. Une lueur de reconnaissance, une éclaircie brève dans le brouillard. « Mon petit oiseau, tu es venu. » Elle l'appelait toujours ainsi, mon petit oiseau. Le cœur de Claire se serra. « Bien sûr que je suis venue, maman. » Elle tira une chaise et força un sourire. « Comment te sens-tu aujourd'hui? » « La marée est basse, » murmura Éléonore, son regard dérivant vers la fenêtre. « Il reviendra bientôt. Il faut être silencieuse. » C'était l'un de ces boucles, un souvenir déformé qui se rejouait sans fin. Claire avait depuis longtemps appris à ne pas contredire ces moments. Elle prit simplement la main de sa mère fine et fragile, comme du papier. « Maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. C'est à propos de mon collier le colibri. » Elle le sortit de sous son chemisier et le posa dans sa paume. « Tu me l'as donné, tu te souviens? Pour mon 5e anniversaire. » Les yeux d'Éléonore se fixèrent sur l'oiseau d'argent. Un instant, le brouillard sembla reculer. Son front se plissa, une véritable étincelle de lucidité brilla dans son regard. « Joli oiseau !» murmura-t-elle, le pouce caressant délicatement l'aile. « Mon petit oiseau !» Le souffle de Claire se bloqua. « Mon petit oiseau !» Les mots exacts gravés sur le fermoir, ceux que Marc Delcourt avait prononcés. Ce devait être une coïncidence, cela devait l'être. « Oui, maman, mon petit oiseau, où l'as-tu eu? Il est si beau, c'était un cadeau de papa. » Le père de Claire était un fantôme, un homme parti, avant qu'elle n'ait la moindre mémoire de lui. Le visage d'Éléonore s'assombrit. L'instant de clarté s'était dissipé. « La tempête », murmura-t-elle en serrant la main de sa fille. « Tant d'eau. Le bébé pleurait si fort. Une promesse est une promesse, mon petit oiseau. Il faut la tenir. »« Quelle promesse, maman? Quel bébé ?» demanda Claire, le cœur emballant. C'était nouveau. Elle n'avait jamais parlé d'un bébé auparavant. Mais le lien se rompit. Éléonore retira sa main et se mit à lisser nerveusement les plis de sa robe. « Les draps doivent être changés. Le docteur Robert sera fâché. Il faut que tout soit propre, tout doit être propre. » La conversation était terminée.
Claire resta encore 1 heure à parler de peinture, du temps qu'il faisait de tout et de rien, espérant un autre moment de lucidité qui ne vint pas. Elle quitta la résidence Sainte-Claire, plus inquiète qu'à son arrivée. Une tempête, un bébé qui pleure, une promesse. Ce n'étaient pas des souvenirs. C'étaient les fragments d'un cauchemar. De retour dans sa mansarde, l'odeur de térébenthine lui parut un réconfort familier. Claire était possédée, animée d'une urgence nouvelle. La menace de Marc Delcourt avait rallumé un feu en elle. Elle ne pouvait attendre que son enquête la dépouille. Elle devait exhumer la vérité elle-même. Sous son lit se trouvait une grande malle cabossée, remplie des vestiges de la vie de sa mère avant la maladie. Une capsule temporelle qu'elle ouvrait rarement douloureux, rappel de tout ce qu'elles avaient perdu. Elle l'attira à la lumière des particules de poussière, dansant dans le rayon doré du soleil couchant. Pendant des heures, elle fouilla photographies jaunies d'une Éléonore plus jeune et plus heureuse, bulletin de notes de son enfance, manuel d'infirmière décornée. Rien. Aucun indice, aucune trace reliant sa mère au Delcourt, aucune mention d'Antibes ou d'un certain Lorenzo Bellini. La vie de sa mère avait été d'une banalité exemplaire. Une infirmière dévouée travaillant sans relâche dans différents hôpitaux, mère célibataire consacrée à son unique enfant. Juste au moment où elle allait abandonner ses doigts, heurtèrent un double fond. Son cœur bondit. En le soulevant, elle découvrit une petite boîte en fer du genre qui contenait autrefois des biscuits. À l'intérieur, niché entre des fleurs séchées et quelques dents de lait, se trouvait un petit paquet de papier jauni maintenu par un élastique craquelé. La plupart n'étaient que des plannings d'infirmières et des fiches de paye, mais tout au fond reposait un article de journal jauni. L'article datait d'il y a 20 ans. Le titre brutal proclamait tragédie sur la côte d'Azur, l'épouse du PDG Delcourt, disparue en mer. Les mains de Claire tremblaient en lisant. Le texte relatait l'accident de bateau, la rafale soudaine, la mort d'Hélène Delcourt. Il mentionnait leur fille, d'1 an Léa présumée noyer son corps, emportée par le courant. Une photo montrait Marc et Hélène, à une époque plus heureuse, et un petit cliché granuleux d'un bébé souriant, un bébé portant une fine chaîne d'argent autour du cou. Claire sentit le sol s'effondrer sous elle. C'était le collier au colibri. Sous l'article se trouvait une photographie qu'elle n'avait jamais vue. On y voyait sa mère Éléonore, l'air épuisé, mais déterminé, tenant un nourrisson emmailloté. Le bébé, c'était elle. Et derrière eux, à travers la fenêtre d'une chambre d'hôpital, on distinguait une côte balayée par le vent et une mer en furie. La date au dos de la photo correspondait au lendemain de l'accident Delcourt. Claire s'effondra sur le sol, serrant la photo et le découpage contre elle. Toute sa vie, toute son identité reposait sur l'amour de sa mère. Mais le sol sous ses pieds se dérobait, révélant un abîme sombre et terrifiant. Les fragments que sa mère avait prononcés, la tempête, l'eau, le bébé qui pleurait, n'étaient pas les divagations d'un esprit malade, c'étaient des échos, les échos d'un secret vieux de 20 ans, prêt à la submerger. Le bureau de Marc Delcourt était un monument au pouvoir. Installé au dernier étage de la tour La Défense, ses immenses baies vitrées offraient une vue divine sur Paris. Mais Marc ne voyait rien. Depuis des jours, il fixait la même image sur son grand écran, une photographie haute résolution de Claire Martin, prise par l'équipe de surveillance de François Morel. Sa tête légèrement inclinée, le colibri d'argent éclatant sur l'uniforme noir de serveuse. L'espoir était un poison, et il avait passé 20 ans à s'en immuniser. Après la disparition de Léa,
Il avait englouti des fortunes dans une enquête privée qui avait duré 7 ans. Il avait poursuivi chaque voyante illuminée, chaque fausse piste, chaque imposteur cruel, profitant de son deuil. Il avait suivi des traces jusqu'en Amérique du Sud, puis en Europe de l'Est. À la fin, il ne lui restait qu'un gouffre béant dans la vie et un mur de pierre autour du cœur. Et voilà qu'une serveuse, une fille aux yeux honnêtes, et à l'histoire, à la fois trop plausible pour être un mensonge grossier et trop invraisemblable pour être vrai, surgissait dans son monde clos. Alors, demanda-t-il, sans se tourner, quand François entra dans le bureau. « Nous rassemblons le puzzle », répondit François, sa voix calme et posée, servant d'encre au tumulte intérieur de Marc. Il posa un dossier mince sur le large bureau. Claire Martin, 21 ans, étudiante aux Beaux-Arts, de Paris Boursière, partielle première de sa promotion, travaille 30 heures par semaine au Lys doré pour payer le reste de ses frais et son logement. Pas de petite amie, une seule amie, proche Justine Dubois, une autre serveuse. Aucun casier judiciaire, même pas une amende de stationnement. D'après tout ce que nous avons trouvé, elle est discrète, travailleuse, et se tient à l'écart. Elle verse une partie de son salaire chaque mois à la résidence Sainte-Claire pour les soins de sa mère. La mère, lança Marc, toujours les yeux rivés sur la photo. « Éléonore Martin », répondit François. « Et c'est là que ça devient intéressant. Infirmière diplômée dossier exemplaire, 15 ans à l'hôpital général de Paris. Puis il y a 20 ans, elle démissionne brusquement, sans préavis. » Marc tourna enfin son regard vers lui. « Quand exactement ? La semaine de l'accident. » Un froid glacial s'abattit sur Marc. Continuez. Aucune trace d'emploi pendant les 2 années suivantes. Un vide. Puis elle réapparaît dans un petit dispensaire de banlieue. Son dossier de personnel mentionne qu'elle est mère célibataire d'une fille de 3 ans, Claire. Nous avons retrouvé l'acte de naissance. Il vient d'une petite commune du Sud enregistrée 2 ans après l'accident. Le père est indiqué comme inconnu. Un faux, dit Marc. Ce n'était pas une question. Très probablement, confirma François. Créer une identité fictive à l'époque était bien plus simple qu'aujourd'hui. Ce qui est plus révélateur, c'est son historique financier. Pendant ces 2 années, elle vivait hors des radars. Elle effectuait de petits dépôts réguliers en liquide sur un nouveau compte. Pas assez pour éveiller les soupçons, mais suffisant pour qu'une femme, seule, avec un bébé, vive modestement. D'où venait cet argent ? Demanda Marc, une veine battant à sa tempe. Nous cherchons encore. Les données sont anciennes enfouies. Mais il y a autre chose. J'ai repris le rapport initial de la gendarmerie maritime. J'ai parlé avec le commandant des secours, aujourd'hui, à la retraite. Il a toujours trouvé l'affaire étrange. Le grain s'est levé rapidement, oui, mais le bateau était de haute gamme. Il disposait de plusieurs dispositifs de détresse. Aucun n'a été activé. Et dans les débris, certaines traces laissent penser à un début d'incendie près du moteur. Ces informations étaient nouvelles. Dans le brouillard de son deuil, 20 ans plus tôt, Marc avait accepté la version officielle un accident tragique, un caprice de la mer. « Et la famille de ma femme ?» demanda-t-il, une ombre prenant forme dans son esprit. « Et Victoire, la sœur d'Hélène. » Victoire Delaunay avait toujours été une épine dans son flanc, faite d'un tout autre métal que sa sœur douce et discrète. Victoire était brillante, ambitieuse et rongée d'une jalousie à peine dissimulée. Elle avait toujours envié Hélène d'avoir épousé un Delcourt, d'avoir accédé à une fortune et à une vie que Victoire jugeait mériter davantage qu'elle la sœur la plus brillante, la plus mondaine, la plus rusée. Après la mort d'Hélène,
Elle avait joué le rôle de la tante dévouée de la femme d'affaires loyale, tout en cherchant subtilement à se faire une place dans l'entreprise et dans la vie de Marc. « Victoire Delaunay », dit François, en ouvrant un nouveau dossier sur sa tablette. Elle se trouvait à la villa familiale de Cannes, ce week-end-là. Selon sa déposition à l'époque, elle devait accompagner Hélène et Léa sur le bateau, mais elle s'est désistée à la dernière minute, soi-disant à cause d'une migraine. « Pratique », marmonna Marc, répétant le même mot qu'il avait utilisé pour qualifier la perte de mémoire d'Éléonore Martin. Nous décortiquons ces relevés financiers de l'époque. C'est un travail long des couches de sociétés écrans et de comptes offshore, mais mes experts comptables sont les meilleurs. François marqua une pause. Il y a autre chose. Avant de quitter l'hôpital général Éléonore Martin, a accepté une mission temporaire, un contrat de 3 mois comme infirmière privée auprès d'une famille aisée. Marc sentit le sol se dérober sous lui. « Ne me dites pas. »« Si », confirma François doucement. La cliente était Hélène Delcourt. Elle l'avait engagée pour s'occuper du bébé Léa pendant l'été à la villa d'Antibes. L'air dans la pièce devint lourd, presque irrespirable. La mère de la serveuse n'était pas une inconnue, ni une voleuse opportuniste, tombée par hasard sur un bijou perdu. Elle était là, dans leur maison, tenant sa fille, dans les bras dans les jours et les heures qui ont précédé la tragédie. Marc Delcourt fixa la ville au loin, mais ce qu'il voyait, c'était la mer déchaînée et 20 années de mensonges. Claire Martin n'était pas le fantôme du passé d'un étranger, elle était celui de son propre passé. Et Éléonore Martin, la femme à la mémoire morcelée, n'était pas une suspecte, elle était un témoin, le seul témoin. Et elle s'était placée, elle et l'enfant, que Marc croyait perdu au cœur même du drame. La question n'était plus de savoir si elle était impliquée, mais comment, et plus terriblement encore, pourquoi. Claire se sentait comme une archéologue de sa propre existence, dégageant couche après couche de poussière et de temps pour révéler une vérité qu'elle redoutait presque de découvrir. La photo et l'article de presse brûlaient dans son esprit. Elle avait passé une nuit blanche à les contempler, tentant de concilier l'image de sa mère, aimante et douce, avec la possibilité effroyable qu'elle fût une ravisseuse. Il devait y avoir autre chose. Poussée par une énergie désespérée fébrile, elle éventra la doublure de la vieille malle. Enfouie dans un coin scotché, au bois se trouvait un carnet mince, abîmé par l'eau. Celui de sa mère. L'encre était pâlie, souvent bavée. Les pages gondolaient raides. Beaucoup d'entrées illisibles, mais Claire déchiffra des fragments pensés, désordonnés d'un esprit sous pression extrême, si bonne avec le bébé. Petite Léa. Elle me sourit, me surveille toujours. Ses yeux comme des éclats de glace, dit des horreurs sur H quand elle croit qu'on ne l'entend pas, dit que le bébé n'est qu'un pion. L'écriture devint nerveuse, les phrases plus rapprochées. H a peur. Elle me l'a dit aujourd'hui. Peur du bateau, peur de V. Elle dit qu'elle parle au capitaine, argent qui change de main. H pense qu'elle veut saboter le moteur, faire croire à un accident. Le sang de Claire se glaça. V c'était Victoire Delaunay, la sœur mentionnée dans l'article. La dernière phrase lisible était « Un griffonnage effréné terrifiant, la tempête arrive. » H la supplie de ne pas y aller. V insiste. Elle a pris le bébé. H pleure. Elle m'a fait promettre. Protège mon petit oiseau, a-t-elle dit. Quoi qu'il arrive, protège-la. Mon Dieu, le moteur tousse. Nous sommes si loin du rivage, de la fumée. Je sens la fumée. Elle m'a fait promettre. Le reste de la page n'était plus qu'une boue d'encre diluée. Claire lâcha le carnet comme s'il brûlait.
Ce n'était pas une confession d'enlèvement. C'était un témoignage de sauvetage. Sa mère n'avait pas volé un enfant. Elle en avait sauvé un. Hélène Delcourt, craignant pour la vie de sa fille, avait supplié la seule personne en qui elle avait confiance, l'infirmière discrète, bienveillante, qui aimait son bébé. Éléonore avait fait une promesse, et elle l'avait tenue quitte à sacrifier la sienne pour disparaître et élever l'enfant comme la sienne. Les pièces s'assemblèrent avec une clarté effrayante, l'acte de naissance falsifié les 2 années hors des radars, la peur dans les fragments de mémoire d'Éléonore. Ce n'était pas la culpabilité qui la hantait, c'était le traumatisme. Au moment où cette révélation déchirante se fit jour, son téléphone vibra. Numéro masqué. « Mademoiselle Martin », dit la voix de François Morel plate, mais traversée d'une urgence à peine contenue. « Monsieur Delcourt souhaite vous voir immédiatement. J'envoie une voiture. » Le trajet vers la tour La Défense fut un flou. Claire serrait le vieux journal contre sa poitrine, le cœur battant, à tout rompre. Elle n'était plus la serveuse terrorisée. Elle était une femme armée de la vérité, celle de sa mère. On la conduisit directement au bureau du dernier étage. Marc Delcourt se tenait près de la fenêtre, silhouette imposante, découpée sur le panorama nocturne. Il se retourna à son entrée, le visage figé dans une colère glaciale, mais les yeux chargés d'une étincelle d'espoir désespéré. « Mon enquêteur vient de m'envoyer son rapport, » dit-il d'une voix tendue. « Il m'a appris que votre mère, Éléonore Martin, avait travaillé pour mon épouse l'été de l'accident. »« Oui, » répondit Claire d'une voix claire et ferme. « Et elle n'a pas enlevé votre fille, elle l'a sauvée. » Elle s'avança et déposa le carnet sur le vaste bureau de bois verni qui les séparait. « Voici le journal de ma mère écrit à cette époque. Il est abîmé, mais il suffit. Votre épouse avait peur de sa sœur Victoire. Elle pensait que Victoire projetait de leur faire du mal, de maquiller cela en accident. Votre femme a fait promettre à ma mère de protéger Léa, et c'est ce qu'elle a fait. » Marc fixa le carnet, la main suspendue au-dessus, comme s'il craignait de le toucher. Son regard glissa vers Claire, scrutant son visage, la forme de ses yeux, la ligne de sa mâchoire. Il cherchait une ressemblance, un écho de son épouse, une ombre de lui-même. Au moment où il allait ouvrir le carnet, le téléphone de François vibra. Il décrocha, écouta quelques secondes. Son masque professionnel se fendilla, laissant paraître une satisfaction sombre. Il raccrocha et regarda son patron. « Monsieur, » dit-il gravement, « mes comptables ont trouvé une trace, un transfert dissimulé. Il y a 20 ans, la semaine précédant l'accident, 50 000 $ venus d'un compte offshore appartenant à Victoire Delaunay, vers le compte personnel d'un certain Samuel Jaurès. » Marc releva brusquement la tête, le visage blême. Samuel Jaurès, c'était le capitaine du bateau. « Exact, » confirma François. Il a quitté son poste 2 jours après le drame et n'a jamais reparu. Il semble que mademoiselle Delaunay ne l'ait pas payé seulement pour ses compétences mécaniques, mais pour son silence. Le silence tomba lourd et total. Sur le bureau, le carnet d'une promesse maternelle. Dans la mémoire des serveurs de données, la trace numérique d'une trahison fraternelle. 2 chemins opposés, l'un né de l'amour et du sacrifice, l'autre de la jalousie et de la cupidité, s'étaient rejoints ici, 20 ans plus tard, pour raconter la même histoire effroyable. Marc Delcourt prit enfin le carnet. Ses mains, qui gouvernaient un empire, tremblait en ouvrant la couverture effilochée. Il leva les yeux du papier jauni vers le visage de la jeune femme devant lui. Et le mur qu'il avait érigé autour de son cœur depuis 2 décennies ne se fissura pas, il vola en éclats.
le gala annuel de la Fondation Delcourt, était la perle du calendrier philanthropique parisien, une nuit de générosité mise en scène, où l'élite signait des chèques à 6 € avant de se féliciter de sa grandeur d'âme. Cette année, la réception se tenait au musée du Louvre. La grande galerie regorgeait de robes somptueuses, de chuchotements feutrés et de tintements de coupes de champagne. Victoire Delaunay y régnait, en souveraine, drapée d'une robe émeraude et étincelante. Elle glissait entre les invités, comme une reine, recevant compliments et louanges pour l'organisation impeccable de la soirée. Présidente de la Fondation, c'était son triomphe, l'occasion de sortir enfin de l'ombre de sa sœur défunte et de celle plus imposante encore de son beau-frère. Elle aperçut Marc près du grand escalier, plus taciturne que jamais. Ces derniers jours, il s'était montré particulièrement distant, enfermé avec son chef de la sécurité. Elle s'approcha d'un pas fluide, un masque de sollicitude étudié sur le visage. « Marc, mon cher », minauda-t-elle en posant une main manucurée sur son bras. « Tu es venu. J'avais peur que tu t'enfermes encore. »« Cela me fait du bien de te voir, Victoire, » répondit-il d'une voix plate, le regard d'acier. « Nous devons parler. »« Bien sûr, mais puis-je attendre un instant ?»« Les journalistes du Figaro m'attendent pour une citation. »« Non, ça ne peut pas attendre. » Son regard balaya la salle somptueuse. « En fait, parlons-en ici, devant tout le monde. » Une lueur d'inquiétude traversa le visage de Victoire. Ce n'était pas prévu dans son scénario. Avant qu'elle ne réplique, Marc fit signe vers l'entrée. François Morel entra suivi d'une jeune femme en robe noire, simple, visiblement terrifiée, mais déterminée, Claire Martin. Un murmure parcourut la foule. Voir le magnate stoïque accompagné de son chef de sécurité et d'une inconnue suffisait à interrompre les conversations. « Marc, qui est cette fille ?» demanda Victoire Lavoie, perdant son velours pour une netteté tranchante. « Voici, » déclara Marc, sa voix résonnant avec une puissance nouvelle, attirant l'attention générale, la jeune femme que tu as tenté de faire tuer il y a 20 ans. Le silence devint abyssal. Tous les regards convergèrent. Victoire lâcha un rire aigu nerveux. « Marc, voyons, qu'est-ce que tu racontes? As-tu bu? Le chagrin te ronge, c'est évident, mais ceci est un scandale public. »« Parlons donc de scandale public, Victoire, » répliqua-t-il, la voix montant. « Parlons d'une sortie en mer à Antibes, d'une tempête soudaine, d'un moteur prétendument défectueux, ou peut-être saboté. » Le teint de Victoire pâlit sous son maquillage parfait. « Ce sont des accusations insensées, tu n'as aucune preuve. »« Vraiment, » dit Marc, son ton tranchant comme une lame. « J'ai le témoignage sous serment d'une infirmière, Éléonore Martin, que mon épouse avait engagée cet été-là. Une femme à qui ma femme s'est confiée, lui disant que toi, sa propre sœur, agissais bizarrement rongée par la jalousie et que tu rencontrais en secret le capitaine du bateau. » Il fit un pas en avant, imposant, implacable. « Et j'ai aussi les relevés financiers. Les chiffres ne mentent pas. Ils racontent une histoire, celle de 50 000 $ transférés de ton compte offshore secret vers celui de ce même capitaine, quelques jours avant qu'il ne disparaisse à jamais. » Victoire se mit à trembler, ses yeux affolés, cherchant une issue parmi la mer de visages figés et choqués. Ses alliés, ses amis, tous ceux qu'elle avait flattés et manipulés, la regardaient désormais comme un monstre. Elle était seule. « C'est un malentendu », hurla-t-elle, sa façade savamment construite se fissurant. « C'était un vieil ami. Il avait des ennuis. Vous comprenez mal la situation. »« Un malentendu », tonna Marc, implacable, chaque mot tombant comme un coup de marteau.
Était-ce un malentendu lorsque tu as insisté pour cette sortie en mer, alors qu'Hélène avait peur de la tempête? Était-ce un malentendu lorsque tu as saisi le bébé Maléa et que tu es monté sur ce bateau, forçant pratiquement ma femme à te suivre? Claire fit un pas en avant. Sa voix tremblait, mais elle était claire. « Ma mère m'a sauvé, » dit-elle, les yeux fixés sur Victoire. Elle était sur ce bateau. Elle a vu la fumée. Elle a entendu Hélène crier et elle a tenu sa promesse. Elle m'a emmené avant que le bateau ne coule. Elle m'a sauvé de vous. La dernière pièce du puzzle venait de tomber, un témoin vivant. Victoire contempla Claire, ce visage qui rappelait cruellement la jeunesse de la sœur qu'elle haïssait et de l'homme qu'elle convoitait. Elle aperçut le collier au colibri que Claire portait, à découvert éclat d'argent, épreuve éclatante d'une vérité que rien ne pouvait plus ensevelir. Et alors, elle craqua. Elle avait tout, hurla Victoire, sa voix déformée par la rage résonnant contre les murs de marbre. C'était elle, la jolie, la chérie, celle qu'on aimait. Elle avait la vie parfaite, le mari parfait, pendant que moi, je n'avais rien. Ça aurait dû être moi. Je méritais cette vie, je méritais sa fortune. Ce bébé n'était qu'une autre chose qu'elle avait, et que je n'aurais jamais. C'était censé être un accident, voilà tout. Personne n'aurait dû survivre. Sa confession brutale et venimeuse empoisonna l'air du grand hall. Les agents de sécurité s'avancèrent. Les flashs des journalistes longtemps contenus éclatèrent comme une salve d'explosion. La chute publique de Victoire Delaunay était totale. Tandis qu'on l'éloignait hurlante et en larmes, Marc Delcourt se tourna vers Claire. Il la regarda, vraiment, regarda pour la première fois, non comme une énigme ni une usurpatrice, mais comme sa fille, sa Léa. Et au milieu du chaos, il tendit la main et prit doucement la sienne. Le fantôme, qu'il avait poursuivi pendant 20 ans, venait enfin de rentrer à la maison. Les semaines qui suivirent, le gala furent un tourbillon irréel, flash d'appareils photo, gros titres haletants, engrenage du système judiciaire. Les médias s'enflammèrent autour de l'affaire Delcourt, une tragédie moderne, un conte de fées renversé au cœur sombre. Claire Martin, la serveuse anonyme, n'existait plus. À sa place vivait Liliane Léa Delcourt, la disparue revenue d'entre les morts, objet d'une curiosité publique insatiable. Le test ADN ne fut qu'une formalité effectuée dans le silence, aseptisée d'une clinique privée. Marc n'avait pas besoin de science pour confirmer ce que son âme savait déjà, mais le monde lui exigeait des preuves. Il reçut l'enveloppe scellée des mains de François, s'assit à son bureau et resta 10 minutes à la contempler, incapable de l'ouvrir. Quand il lut enfin le rapport probabilité de paternité, 99,999%, il ne ressentit pas l'euphorie attendue, mais un épuisement profond, celui d'un marathon de 20 ans, enfin achevé. Il avait gagné, mais le prix était incommensurable. Il montra le document à Léa dans le silence ouaté de sa bibliothèque. Elle y jeta un coup d'œil sans émotion apparente, et le lui rendit. « D'accord », se contenta-t-elle de dire. La vérité scientifique ne pouvait rivaliser avec les fragments du journal et le regard de reconnaissance de sa mère. Elle savait déjà. Alors commença la tâche la plus difficile, bâtir un pont. Au-dessus de 20 ans d'absence, ils étaient père et fille, liés par le sang, séparés par un monde entier. Marc, maladroit dans son deuil, tenta de construire ce lien à coups de luxe. Leur premier dîner familial eut lieu dans un restaurant 3 étoiles, où chaque plat ressemblait à une œuvre d'art, et où le silence entre eux pesait plus lourd que le cristal des verres. Il parla de bilans trimestriels et de marchés volatiles. Elle regarda un œuf de caille posé sur une écume
et pensa aux macaronis tièdes qu'elle partageait autrefois avec sa mère. Il lui posa des questions sur sa vie, mais ses mots sonnaient comme un interrogatoire, un relevé de données, pour combler le vide immense de son ignorance. Il lui acheta des choses, une garde-robe de haute couture, qui ressemblait à des costumes de théâtre, un appartement luxueux dans son immeuble, avec vue panoramique sur une ville qu'elle n'avait toujours connue qu'à hauteur de trottoir. Le point de rupture survint lorsqu'il la conduisit dans son garage souterrain, véritable salle d'exposition de voitures de collection. Il désigna une Aston Martin, argentée un nœud maladroit, attaché au volant. « Elle est à toi », dit-il avec la solennité d'un roi, offrant un royaume. Léa la contempla, cette machine, valant plus que tout ce qu'elle et sa mère avaient possédé ensemble, et sentit la nausée la gagner. « Je ne sais pas conduire, » murmura-t-elle, « et même si je savais, où irais-je » Le gouffre entre eux semblait s'élargir à chaque geste somptueux. Il essayait de lui offrir la vie que Victoire avait détruite, mais cette vie n'était pas la sienne. Sa vie, c'était l'odeur de la térébenthine, le poids familier d'un pinceau, la fidélité tranquille de son amie Justine, et l'amour déchirant inconditionnel d'une femme qui oubliait lentement jusqu'à son propre nom. La véritable réconciliation ne vint pas dans un penthouse ni à bord d'une voiture de sport, mais au cours d'un trajet silencieux de 2 heures vers la résidence Sainte-Claire. Le silence dans la Maybach n'était plus vide, mais chargé d'une anxiété indicible. Léa triturait un fil d'effet de son pull en coton, répétant mentalement comment elle expliquerait l'impossible. Marc, les yeux perdus sur les collines verdoyantes, se demandait comment affronter celle qui avait élevé sa fille, celle à qui il devait une dette impossible à rembourser. Ils trouvèrent Éléonore dans la véranda, fredonnant un air, que Léa ne reconnut pas. La jeune femme s'agenouilla près du fauteuil et prit sa main. « Maman, » dit-elle doucement, « j'ai amené quelqu'un. » Éléonore leva les yeux, son regard glissant, au-delà de sa fille, vers le grand homme debout près de la porte. Un long moment passa. Le brouillard de sa mémoire sembla s'éclaircir. Ses yeux bleu pâle se focalisèrent soudain d'une intensité qui les bouleversa tous deux. Elle fixa Marc, suivant les lignes de son visage, la courbe de sa mâchoire, la couleur de ses yeux. « Vous, » murmura-t-elle la voix râpeuse, « vous avez ces yeux, les yeux d'Hélène. » L'évocation du nom de sa défunte épouse frappa Marc comme un choc physique. Il fit un pas en avant, les larmes lui montant aux yeux. Il avait préparé des mots de remerciement, d'excuses. Ils se dissolurent dans l'émotion brute de ce moment. « Oui, Éléonore, » parvint-il à dire, la voix étranglée. « Je suis Marc, le père de Léa. » Un lent sourire de paix illumina le visage d'Éléonore. « Mon petit oiseau, » murmura-t-elle, regardant Léa. « J'ai tenu ma promesse à sa mère. Je t'ai protégée. » Elle leva une main tremblante pour caresser la joue de sa fille. La promesse est tenue. C'était comme si un fardeau immense, enfoui au plus profond de sa mémoire, venait enfin d'être déposé. Elle adressa un dernier regard à Marc. « C'était une bonne femme, ton Hélène. Elle vous aimait tant. » Puis la lucidité s'éteignit, remplacée par le doux voile de l'oubli. Elle recommença à lisser machinalement un bouton de son gilet. Le trajet du retour se déroula dans un silence dense. Léa regardait le paysage défiler, le cœur serré par la tristesse et par une chaleur nouvelle envers l'homme à ses côtés. Enfin, Marc parla d'une voix rauque. « J'ai passé 20 ans à bâtir un empire, à m'entourer de murs d'acier et de verre. Je croyais que c'était de la force. J'ai haï le monde pour ce qu'il m'avait pris.
Je n'ai jamais imaginé qu'une autre personne passait ces mêmes années à l'aimer, à la protéger. Elle a renoncé à tout, à son nom, à sa carrière, à sa vie, pour une promesse faite à ma femme. Il se tourna vers Léa, bouleversé. Ce qu'elle a fait est la chose la plus courageuse que je connaisse. C'est ma mère, répondit Léa d'une voix calme et assurée. Elle a fait ce que font les mères, elle m'a aimé. C'est tout ce dont j'ai jamais eu besoin. Ce jour-là, quelque chose changea profondément. Marc cessa d'essayer d'acheter le passé et commença timidement à apprendre le présent. Quelques jours plus tard, il se présenta sans prévenir à son ancien atelier qu'elle n'avait pas encore eu le cœur de quitter. Il se tenait là dans son costume à plusieurs milliers d'euros, au milieu des toiles et des chiffons tachés de peinture, totalement déplacés. Mais il ne critiqua ni le désordre, ni l'étroitesse du lieu. Il se contenta d'observer ses tableaux. Il s'arrêta devant un paysage tourmenté, dominé par des gris orageux et une unique entaille jaune éclatante. « Celui-ci, dit-il à voix basse, que ressentais-tu quand tu l'as peint ?»« Submergé, avoua Lécha. C'était juste après que l'état de maman ait empiré. J'avais l'impression de me noyer. » Il hocha la tête, comprenant enfin. Ce n'était pas de la peinture qu'il voyait, mais son âme. Il y lisait la peur, la lutte, la résistance, l'espoir têtu, qui ne s'éteint jamais. Il la voyait, elle, la véritable artiste qu'Éléonore avait façonné, pas seulement le fantôme du bébé perdu. « Tu as un don, Léa, un vrai don. » Le lendemain, il ne lui offrit ni voiture ni bijoux. Il lui présenta des plans, ceux d'un atelier d'artiste professionnel, à construire sur 2 étages au-dessus de son ancien appartement, avec des verrières orientées au nord et un espace d'exposition. Ce n'était pas un cadeau pour réparer le passé, mais une commande pour l'artiste, un geste qui honorait la femme. Elle n'était plus l'enfant qu'il avait perdu. Par un après-midi d'automne limpide, il la retrouva en train de dessiner, au bord du lac du parc Monceau. Il s'assit à côté d'elle, 2 cafés brûlants à la main. Un moment, ils observèrent simplement la ville passer. « Je n'ai jamais vraiment été Claire Martin, » dit-elle doucement, sans lever les yeux. « C'était un nom pour me protéger, et je ne sais pas si je me sentirai un jour totalement Léa Delcourt. Ce nom appartient à un bébé sur une photo. » Elle fit une pause, leva enfin les yeux. « Je crois que je suis juste moi, quelque part entre les deux. » Marc la regarda, la ligne décidée de sa mâchoire, celle de sa mère Hélène, et l'intelligence vive de son regard qui n'appartenait qu'à lui. Il vit en elle la douceur et la force patiemment forgée par les soins d'Éléonore et cette âme d'artiste qui n'appartenait qu'à elle. Elle n'était pas un substitut pour l'enfant qu'il avait perdu. Elle était la femme que cet enfant serait devenu façonné par une vie différente, plus rude, mais tout aussi emplie d'amour. Leur histoire n'était pas un cercle parfait qui se refermait sur son point de départ. C'était une ligne brisée irrégulière et douloureuse qu'ils apprenaient seulement maintenant à redessiner, ensemble, sous une forme nouvelle, plus belle. « Moi, c'est parfait, » dit Marc avec un sourire sincère, le premier vrai sourire qui illumina son visage depuis 20 ans. C'est un merveilleux point de départ. Léa lui rendit son sourire un vrai libre de toute peur. Elle tourna la page blanche de son carnet à dessin. Le passé était une histoire écrite dans la douleur et la trahison, un chapitre clos qu'il ne pouvait pas réécrire. Mais assis là sur un banc du parc Monceau, sous le soleil d'automne, un père et sa fille, perdus l'un pour l'autre pendant si longtemps, commencèrent enfin à écrire l'avenir. Son crayon glissa doucement sur le papier. Elle ne traçait pas un colibri solitaire,
mais deux Oels entrelacés, s'envolant ensemble vers un ciel ouvert. Quelle aventure! Une histoire commencée par un simple verre d'eau, déroulant peu à peu un mystère vieux de 20 ans, tissé de trahison de sacrifice et d'un amour paternel, indestructible. Cela donne à réfléchir, n'est-ce pas, sur les secrets que chacun porte sur les fils invisibles qui nous relient à tous. La vie de Claire, ou plutôt celle de Léa, fut bouleversée par un simple bijou, preuve que notre passé ne nous quitte jamais vraiment. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous au destin? Ou pensez-vous qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence tragique, enfin révélée? Qu'auriez-vous fait à la place de Claire, lorsque Marc Delcourt lui fit sa première offre? Si cette histoire de résilience et de lien inébranlable entre un parent et un enfant vous a touché, laissez un « j'aime ». Chaque geste nous aide à partager d'autres récits comme celui-ci. Partagez-la avec quelqu'un qui aime les histoires de mystère et de retrouvailles pleines d'émotions. Et surtout, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau chapitre. Merci de votre écoute.